C'est ici que tout a commencé, au col du Garavel, entre Aude, Ariège et Pyrénées-Orientales. C'est ici que j'ai vu les ombres fantomatiques de 8 chevaliers clore une belle aventure. Un tournoi entre 8 escrimeurs d'exception. 7 combats au cœur du pays cathare, l'ancienne frontière entre France et Aragon. Pendant une semaine, une femme et 7 hommes vont s'affronter pour mieux nous raconter la grande histoire de la chevalerie. Ces chevaliers modernes ont ouvert une brèche dans le temps pour un voyage vers le Moyen-Âge. Passion, folie, doux rêve, comment juger? Tous sont là parce qu'ils l'ont choisi. Leurs aventures nous ouvrent la porte d'un autre monde, celui des escrimeurs médiévaux, des femmes et des hommes réunis par des liens dont nous sommes loin de soupçonner la force. C'est ici que tout a commencé, et c'est là que tout finira. Vous voulez connaître l'histoire des chevaliers, qui ils étaient vraiment. En vérité, nombre d'indices dans votre monde rappellent leur présence. 1000 ans de Moyen-Âge ne s'effacent pas du revers de la main. Mille ans à parcourir l'univers. Et quel univers! Le même que le vôtre, certes. Mais pour eux, il était plus qu'étrange. Dire que les hommes du Moyen-Âge étaient différents de nous ne sert à rien, si nous n'imaginons pas leur façon de voir l'univers. Regardez une carte d'époque. Voilà leur monde, aux contours si flous que l'on a du mal à y reconnaître les fleuves, les îles, le nom des cités. Pourtant, voilà la France, les Alpes et les Pyrénées. Voilà les îles britanniques. Cette vaste étendue d'eau, c'est la Méditerranée, où naviguent Corse, Sicile et Sardaigne en ordre fantaisiste. Leur nord est notre est. Remontez vers le paradis, tout là-haut, au firmament, et vous irez à Bethléem, à Jérusalem, à Babel. Et l'on ne s'étonne presque pas que leur ailleurs le plus lointain s'arrête aux portes de l'Asie, sur les bords du Gange. Leur Afrique n'est qu'une étroite bande côtière. Après, mystère, point d'interrogation. Des périls, sans aucun doute, et tous les monstres que leur esprit fertile peut créer et expédier sur ces terres inconnues. Ces gens connaissent la vraie obscurité, celle des contes pour enfants. Mais ils ne s'expliquent pas tout de la marche du monde. Le souhaitent-ils d'ailleurs? Dieu est la réponse à la course du temps, à la création, au mystère. Le chevalier parcourt ce monde, il part à l'aventure, et quand on voit leur carte, on comprend que l'aventure n'est pas un vain mot. Il n'y a qu'une poignée de kilomètres de Montalba-le-Château au site de Séquer, lieu de la première épreuve de sélection. La plupart des participants vont s'y rendre avec des moyens, disons, plus conventionnels. Mais Jeremy O'Neill a traversé l'Atlantique pour être des nôtres. Cela méritait bien une petite balade à cheval, son autre passion.
Frédéric Pirot et Olivier Patruix l'accompagnent. C'est le meilleur endroit pour voir la plaine du Roussillon se réveiller doucement. Toutes les régions françaises ont été marquées par la période médiévale. Mais il y en a une qui est connue de tous car elle est le plus souvent associée à l'épopée cathare. Résumer les Fenouillèdes ou les Corbières à la croisade des Albigeois est très réducteur, car les citadelles du Vertige ont une histoire beaucoup plus dense, elles qui furent avant tout les forteresses frontières entre les royaumes de France et d'Aragon. Nos combattants s'affronteront à Aguilar, Villerouge-Termenès, Peillerepertuze, Quéribus, puis Lorens et au col du Garavel. Le plateau de Séquer est de ces paysages où naissent les légendes. La tramontane y souffle entre les ruines de granit, témoin de la présence humaine et de sa foi inébranlable. Il n'y a pas meilleur endroit pour éprouver ses croyances et les nourrir d'ascétisme. Enfant, j'ai vu des chevaliers hanter cette garrigue abandonnée, hors du monde. Jérémy O'Neill, Frédéric Pirot et Olivier Patruix redonnent vie à cet imaginaire, même s'il y a fort peu de chances que de riches chevaliers aient parcouru ces contrées. Il n'y a ici que des fermes fortifiées, et les seuls hommes d'armes qu'elles ont connus sont les malandrins des grandes compagnies, ces troupes d'assassins, de mercenaires sans morale, livrés à eux-mêmes après la fin de la guerre de 100 ans. Nos combattants arrivent, et il n'y a pas meilleur endroit pour leur première rencontre que ce rendez-vous dans un lieu chargé d'histoire. C'est ici qu'ils vont choisir leurs adversaires. Dans cette garrigue perdue au milieu des Fenouillèdes, en terre catalane, les 8 combattants vont passer leur première épreuve. Il m'a fallu 6 mois de quête pour réunir ces 8 combattants, leurs écuyers et leurs arbitres. 6 mois d'aventure à la rencontre de personnages d'exception. Ils sont là, tous. Aucun ne manque à l'appel du tournoiement que nous organisons. Certains se connaissent déjà pour s'être affrontés. D'autres n'ont jamais combattu dans de telles circonstances. Tous ont pris une semaine de vacances pour être des nôtres, et certains sont même venus de très loin. Jérémy O'Neill n'en finit pas d'arpenter la garrigue. Il fait le plein d'images et de sensations. Il faut dire que ce combattant a traversé l'Atlantique. Il retrouve un vieil ami, Frédéric Pirot. Frédéric sera l'un des 2 juges d'Yzeure. Dans la lice, au plus près des adversaires, il scrutera les coups. Ah, c'est pas mes couleurs que je tiens, c'est pas bien ça. Pour Guignon qui tient les drapeaux de Liège. Orange, orange. Nicolas Béguin est l'autre Belge de cette bande. Il combattra sous les couleurs de sa ville, Liège. La tramontane a beau souffler une petite bise d'avril, l'atmosphère se réchauffe. Ils se retrouvent autour d'une même passion, cela se sent, cela se voit. Gilles Martinez focalise l'attention. Ce sera le maréchal de Lys, juge tout-puissant de ce tournoi. Mais comme les autres, il se fond dans le groupe avec un grand sourire en guise de carte de visite. Christine Haas est la seule femme. C'est une combattante, et elle a l'air d'être respectée comme telle par ceux qui la côtoient. On se dit d'abord que l'on a hâte de la voir à l'œuvre, puis on se rend compte qu'on veut tous les voir. Patience. Éric Frachebois demeure impénétrable. Il défendra les couleurs de la Franche-Comté.
Son air bonhomme cache certainement un redoutable escrimeur et un sacré bout en train. Les rires fusent bientôt de partout et Brice Lopez n'est pas le dernier à se détendre. Sa réputation le précède. Brice est un guerrier, un ancien champion de boxe thaï, spécialiste des arts martiaux et notamment de gladiature. Il y a de la simplicité chez cet homme-là et je me dis en le voyant que son regard a dû en glacer plus d'un. Olivier Patruix a trouvé de suite une place dans cette troupe disparate. L'air du pays l'enivre comme un verre de muscat avalé au réveil. Il accompagnera Frédéric Pirot dans la lice comme juge 10 heures. Claude Vasselin, comme Brice Lopez, se battra sous la bannière de Beaucaire, car ce tournoi est aussi une histoire de copains. Brice et Claude voyagent dans le temps et rêvent ensemble. Les deux derniers concurrents aussi sont difficilement indissociables. Ils nous arrivent de la région parisienne. Je sais de Franck Pétillot qu'il possède un frère aussi passionné que lui. Une histoire de famille encore. Qui sait où cela nous mènera? Quant à Jonathan Guillemin, il promène sa masse imposante parmi nous. Un géant débonnaire que l'on décrit comme un lion, le plus jeune de tous. Il se murmure qu'il est né dans un château, légende ou réalité? Un concours de tir à l'arc va permettre de définir l'ordre des combats. Bientôt, les adversaires seront connus. Pour nous, ces hommes et cette femme ne sont encore que des sportifs bizarrement vêtus. Personne ne s'imagine qu'ils vont nous ouvrir en grand les portes du temps. C'est vachement plus confortable quand on est dessus. Hein. Du chevalier d'ailleurs, quelle image avons-nous réellement? Voilà votre chevalier. Un héros en juste au corps, couvert d'un vulgaire sceau. Le champion d'une blonde peroxydée, fils d'un Moyen-Âge plus baroque que réel. Jamais période n'aura été aussi décriée et aussi méconnue. Jamais époque n'aura autant fasciné. Le chevalier naît dans un temps qui a été maudit puis encensé. Un temps finalement très mal aimé. Au XVIe siècle, les protestants, au nom de la Réforme, dénoncent la nuit médiévale. Au XVIIIe siècle, les philosophes, dont Voltaire, veulent encore faire triompher les lumières de la raison sur l'obscurantisme moyenâgeux. Fascinés, les romantiques du XIXe redécouvrent les rêves et les passions d'une époque que Michelet accable et que Victor Hugo porte au nu dans La Légende des siècles. La terre a vu jadis errer des paladins. Ils flamboyaient ainsi que des éclairs soudains, puis s'évanouissaient, laissant sur les visages la crainte et la lueur de leur brusque passage. Ils étaient dans des temps d'oppression, de deuil, de honte, où l'infamie étalait son orgueil, les spectres de l'honneur, du droit, de la justice. Prêts à toute besogne, à toute heure, en tout lieu, farouches, ils étaient les chevaliers de Dieu. Voici donc l'image que vous en avez. Le chevalier, seul personnage auréolé d'un Moyen-Âge d'opérette, une période de chaos, aussi sauvage qu'un combat de chiens dans le fond d'une cave crasseuse. La réalité est peut-être plus belle que le mythe. Partez en quête du chevalier et vous trouverez des centaines de milliers de pages enluminées. Cherchez le guerrier et vous rencontrerez l'homme. Cherchez le chevalier et vous trouverez d'abord l'essence première de sa noblesse, son cheval. On aurait tort de croire que le rôle du cheval médiéval se résumait à la guerre. Au Moyen-Âge, le cheval est partout, acteur essentiel de la société. Il laboure, il transporte, il permet aux cavaliers de s'élever au-dessus du peuple, aux guerriers de dominer les fantassins. Le cheval est un signe de distinction et de supériorité sociale. C'est un trésor que l'on respecte comme tel. Le chevalier vaincu perd sa monture en même temps que son honneur.
C'est pour cela qu'il ne possède pas qu'un animal, mais peut entretenir 5 à 6 bêtes, soigneusement choisies. Il y a le destrier, ainsi nommé car l'écuyer le tient toujours de la main droite. C'est le compagnon d'armes du chevalier, résistant et assez puissant pour supporter un homme armuré. Le coursier, rapide, sert à la chasse. Le palefroid incarne l'élégance, c'est le cheval de parade. Le roncin est assez endurant pour réaliser de longs trajets. Le sommier porte de lourdes charges, alors que la haquenée, l'élégante jument blanche, est réservée aux femmes. Dès le 7e siècle, les cavaliers européens vont bénéficier d'une innovation technique venue des pays arabes, l'étrier. À partir du moment où les tactiques guerrières sont conçues pour faire intervenir la cavalerie, le cheval est réellement devenu la meilleure part du chevalier. L'Antiquité n'a pas marqué l'avènement de la cavalerie. Les Romains ont conquis le bassin méditerranéen avec leur infanterie, et les Francs les supplantèrent en Occident en combattant à pied. C'est sous Charlemagne que la cavalerie lourde devient l'élément principal des armées. Mais il fallait bien une première bataille durant laquelle la cavalerie avait tenu un rôle essentiel. C'était en 1066, à Hastings. La toile de la conquête, conservée à Bayeux, raconte cette histoire, celle d'une invasion réussie. Guillaume le Conquérant et son armée débarquent sur les côtes d'Angleterre. Les cales des navires contiennent tout le matériel d'une armée en campagne. Mais Guillaume a aussi fait embarquer des chevaux. Grâce au progrès technique, l'invention du fer à cheval, la généralisation des étriers ou des arçons, le cavalier est de plus en plus à l'aise pour combattre à cheval. Il monte sans tenir les rênes. La lance devient une arme de choc. À Hastings, les cavaliers s'en servent comme d'une pique, portant des coups obliques et descendants ou des coups directs. Cette position annonce celle de la lance couchée. Le cavalier d'Hastings préfigurait ce qui deviendra la technique de combat équestre en Occident pendant plus de 500 ans. L'emploi de la cavalerie dans les opérations guerrières allait en faire un élément primordial de l'art de la guerre. Au cours de la bataille d'Hastings, les 2500 cavaliers de Guillaume vont intervenir à plusieurs reprises, retournant certaines situations désespérées à l'avantage de leur camp. Ce sont d'ailleurs 4 cavaliers qui vont mettre un terme à la bataille en se frayant un passage dans les lignes ennemies pour tuer le roi des Anglo-Saxons, Harold Godwinson. C'est ainsi que la cavalerie lourde devint l'élément prépondérant de la guerre au Moyen-Âge et que l'assemblage de l'homme et du cheval put apparaître comme un redoutable projectile. Imaginez une charge compacte, des groupes de 10 à 15 cavaliers assis dans des selles profondes, au galop, la lance bien calée sous le bras. Une puissance de destruction qui donna à ces hommes le sentiment d'appartenir à une élite, soudée dans l'existence comme elle pouvait l'être au combat. La chevalerie allait devenir la reine des batailles. Quoi de plus normal pour trouver un spécialiste capable d'arbitrer notre tournoiement que de se rendre dans une joute? C'est à Liège, en Belgique, qu'on m'a conseillé d'aller pour trouver Frédéric de Bonnefortune, Frédéric Pirot, instructeur à l'école des officiers de police de la province liégeoise et chevalier
jusque dans sa façon d'aborder l'existence. Frédéric de Bonnefortune, Belgique, à Camor. En ce début du XXIe siècle, Frédéric brise des lances, comme il y a 500 ans. Royaume-Uni. Passe déclarée valable pour Jeffrey Hitchcock. C'est un engagement physique, mais tous les sports peuvent être, lorsqu'ils sont poussés un peu à l'extrême, relativement dommageables pour l'organisme. Il n'y a pas que le combat médiéval en soi. Néanmoins, on essaie de faire abstraction des bobos qui peuvent survenir, parce que c'est une passion qui est peut-être plus prenante et qui peut être déclinée dans différentes versions. Pour ma part, tout ce qui est combat au sol, en armure, je l'ai un peu laissé, je vais dire, s'éloigner de moi en continuant à garder un œil sur l'arbitrage, par exemple. C'est une chose qui me plaît beaucoup. Sur l'enseignement, faire passer, je vais dire, ce que j'avais pu éventuellement rassembler comme connaissance. Et puis j'essaye maintenant de développer des aspects qui me sont peut-être plus favorables, comme notamment l'ajout équestre. Je ne pense cependant pas que c'était un rêve d'enfant. Au contraire, je pense être devenu enfant en grandissant. Et comme je le dis occasionnellement aux gens qui me le demandent, je pense pouvoir vivre des rêves d'enfant maintenant à l'âge adulte et les apprécier peut-être davantage. Si j'y avais pensé quand j'étais petit, je ne les aurais peut-être pas retrouvés dans l'ampleur qu'ils ont pris de nos jours. On peut rarement se ménager les moyens de pareilles démesures. Et là, ben, encore une fois, comme à l'occasion de ce tournoi, que dire, c'est le top. Huit combattants, 8 épées que nous leur avons fait forger dans les mêmes conditions qu'au Moyen-Âge. L'épée, cette extension du corps, est aussi pour beaucoup de chevaliers le symbole de leur âme guerrière. Peu d'armes ont eu autant d'importance. L'objet naît de la main de l'homme dans des conditions mystiques. Il faut 200 heures de travail pour en fabriquer une. Nous en avons fait faire 8. L'épée possède son propre pouvoir. Elle est l'œuvre du forgeron, un magicien dans le monde germanique. Il habite souvent à l'écart du village pour éviter la propagation du feu en cas d'incendie. Et, dans l'obscurité qui le noie, rougeoie la gueule béante de la forge. Le fracas du métal martelé et la respiration des soufflets donnent une apparence de bête à la hutte du forgeron. La chevalerie combat à la lance, mais c'est sans doute l'épée qui symbolise le mieux le chevalier. C'est l'arme noble par excellence. Elle est comme une amie que l'on appelle, que l'on cajole, et que l'on brandit pour se défendre ou rendre la justice. On lui prête des pouvoirs, on la surnomme Excalibur, Joyeuse, Durandal. Jusqu'au XIIe siècle, l'épée est l'arme majeure du chevalier. Les premiers modèles mesurent 1 mètre et peuvent peser jusqu'à 2 kilos, mais très vite, les armes s'affinent. La maîtrise parfaite de leur art permet à certains forgerons de réaliser des épées ne pesant que 700 grammes. Des armes redoutables, dont la tranche, la taille, est aussi dangereuse que l'estoc, la pointe. Elles percent des armures, et contrairement à ce que l'on croit, leur maniement nécessite un art consommé de l'escrime. Si au XIVe siècle l'épée s'alourdit et s'allonge, au point de devoir être maniée à 2 mains, elle garde sa forme de croix. Les combats en Terre Sainte ont accentué le caractère religieux du symbole, et il n'est pas rare que certains chevaliers aient fait enfermer des reliques dans le pommeau de leur arme. La terre, l'air, l'eau et le feu. Les 4 éléments primordiaux que le forgeron apprivoise pour maîtriser la matière, pour tordre le fer et créer des objets à partir des richesses de mère nature. Des hommes, aujourd'hui encore, ont hérité de ce savoir-faire. Ils forgent des épées comme les forgerons du Moyen-Âge.
Gaël Fabre est de cela. Dans la solitude de sa forge ardéchoise résonne le chant des marteaux et des masses. Le souffle du four réchauffe l'atmosphère. Nos 8 épées sont dressées dans la pénombre. Elles brillent faiblement. Elles attirent le regard. L'atelier de Gaël est un antre autant qu'un refuge. Et je m'interroge soudain sur les raisons qui peuvent pousser un homme jeune à se lancer dans la maîtrise de l'acier. Mon grand-père, qui était un gars de la terre, avait appris à réparer des outils, il avait appris plusieurs métiers et il avait stocké dans son atelier une vieille forge donc qui date du début du XXe siècle. Et il m'avait donné aussi un marteau, un vieux marteau que j'utilise toujours à la forge. Voilà. Et j'ai commencé la forge comme ça, sans savoir vraiment pourquoi, enfin comment m'y prendre pour créer des objets. Les outils se sont quelque peu modernisés, bien sûr. L'électricité a remplacé la puissance animale, mais les gestes restent les mêmes. Gaël recueille un simple morceau d'acier. Pour restituer les conditions du travail de ses prédécesseurs, parfois, il va lui-même dans la montagne pour ramasser du minerai dans des mines antiques. Gaël ressuscite des armes perdues par leurs propriétaires au fond de la Garonne, de la Dordogne ou dans les douves d'un château assiégé. Ce sont les copies parfaites dont il rêvait enfant. Déjà depuis tout petit, dans les bouquins que je feuilletais, il y avait des modèles d'épées qui m'inspiraient et des modèles maintenant que je suis capable de réaliser, donc au gramme près, refaire une reproduction tirée d'un livre. J'ai toujours la tête plongée dans des bouquins de fouilles, donc écrits par des archéologues, des thèses, des bouquins aussi qui parlent de recherche donc sur l'arme ancienne. Ils ne sont plus que quelques-uns à préserver la mémoire de ces gestes. Peu d'entre eux sont capables de fabriquer des épées. L'épée, l'un des objets fondamentaux de l'imaginaire collectif. Si on demande à un enfant qu'est-ce que c'est une épée, il va dire c'est l'arme du chevalier. Il y a toute une histoire autour de l'épée, comme on retrouve aussi en Orient et en Asie, surtout au Japon, en ce qui concerne le sabre du samouraï. Donc il y a quand même quelque chose d'assez, je sais pas, d'assez particulier à fabriquer une arme comme une épée. Tous les outils que j'utilise en fait découlent directement du Moyen-Âge, comme on le voit sur certaines gravures anciennes, qui représentent des fourbisseurs, donc des ouvriers qui fourbissent, qui polissent, qui lustrent des plaques d'armure, des épées, soit à l'aide de polissoirs donc manuels, soit à l'aide de polissoirs mécanisés. La lame pleure, scintille, jette dans l'air surchargé des particules embrasées. L'épée s'affine, prend forme et vie entre les mains de l'artiste. On pourrait rester des heures à observer cette naissance fascinante qui allie la force et la finesse, le feu et l'eau, l'air et la terre. Lorsqu'on forge une lame d'épée comme je viens de le faire, on se base sur des couleurs que prend l'acier lorsqu'il est dans le feu, lorsqu'il est chauffé. Voilà. On sait qu'à telle couleur, le métal arrive à telle température, et on sait qu'à telle température, c'est le moment de frapper, de tordre l'acier, de le plier, de le transformer de différentes manières. Je comprends pourquoi l'on nomme ces hommes des maîtres. Ils échangent une part d'eux-mêmes avec les éléments. Il y a une beauté certaine dans la création d'un instrument fait pour tuer, pour fendre, fait pour la guerre. On apprend toute sa vie, on reste un éternel apprenti, et peut-être que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, on dira de moi, ah Gaël, c'est peut-être c'est un maître de forge, voilà. Mais pour le moment, non, je suis comme beaucoup de forgerons, je continue d'apprendre mon métier,
J'essaye de produire des pièces originales ou des pièces inspirées de pièces anciennes. C'est un vieux rêve que je réalise et j'essaye de le transmettre de la même manière que l'on me l'a appris, en fait, ce métier-là. Au XIe siècle, l'armement défensif du chevalier n'est pas très différent de celui des piétons. Sa tête est protégée par un casque conique, prolongé par un nasal assez étroit. On le porte par-dessus une coiffe. Le corps est moulé dans une cotte de maille souple, le haubert. Les pieds sont protégés par des chausses ou des jambières de maille. Le chevalier porte aussi à son bras gauche un bouclier, l'écu, généralement en forme d'amande. Il n'existe à cette époque aucune technique de combat propre à la chevalerie. Au milieu du XIe siècle, une nouvelle tactique apparaît. Elle permet la charge compacte, lance couchée en position horizontale. Elle entraîne des modifications considérables dans l'armement défensif. Dès le XIIe siècle, le casque est muni de plaques faciales, dont le développement conduit au aume fermé. Le haubert se généralise, s'allonge, se renforce. On le porte par-dessus un pourpoint rembourré, le gambison. Les mailles sont plus fines, plus solides. Au cours du XIIIe siècle, la lance s'allonge, atteint 3,50 m de long. Pour s'en prémunir, le haubert est à son tour protégé par des plaques de cuir bouilli ou de métal placées aux endroits les plus exposés, poitrine, articulation de l'épaule et du coude. C'est l'armure de plate. Le aume se ferme totalement, percé de trous pour la vue et l'aération. Au cours du XIVe siècle, l'évolution s'amplifie. Le aume est doté d'une visière mobile. Les armures comportent des parties rigides, lacées entre elles, parfois rivées sur un vêtement de cuir. La lance, de plus en plus longue et lourde, dépasse 4 mètres et un arrêt de main empêche son glissement vers l'arrière lors de l'impact. Le bouclier, la targe, rectangulaire ou ovale, parfois rond, est échancré pour permettre le passage de la lance. Le bouclier va bientôt disparaître lorsque, à la fin du XIVe siècle, apparaît l'armure complète, formée de lames de fer ajustées, articulées, couvrant le chevalier des pieds à la tête. C'est le grand harnois blanc. Le prix et le poids augmentent de génération en génération. Vers 1100, l'équipement complet, destriers compris, coûte 20 à 25 bœufs, 40 à 45 bœufs vers 1250. Aux origines, le haubert ne pesait que 12 kilos. À la fin du XVe siècle, les armures peuvent résister aux flèches. Elles pèsent plus de 30 kilos. Désarçonné, le chevalier devient très vulnérable. À l'approche de la défaite, il cherche à se rendre à des chevaliers et évite à tout prix la capture par les piétons. S'il tombe entre leurs mains, il risque fort d'y laisser la vie. Il pourra être dépouillé de son attirail, car l'armure est un vrai trésor. Ils ne sont que quelques-uns dans le monde à battre le fer comme Jean-Marc Hébert, un ancien informaticien qui, un jour, changea radicalement le cours de son existence. Sans formation préalable, il se mit à fabriquer des armures. Aujourd'hui, nous n'avons aucun texte sur la fabrication des pièces d'armure. C'était un secret, hein. Ça se transmettait uniquement par oral entre le maître artisan et ses élèves, et en aucune manière il y avait un écrit. Peut-être un jour on découvrira un écrit là-dessus, ce serait formidable. Or aujourd'hui on est obligé d'essayer de retrouver comment c'était fait par rapport à la pièce d'origine. Il n'y a que ça.
Je suis sans arrêt en train de remettre en cause ma façon de faire les pièces, en train de me remettre en cause au niveau de la forme des pièces, au niveau de l'historicité des pièces. On veut toujours aller plus loin. En fait, je suis jamais content de moi. On aurait tort de croire que le battage d'armure était le fait de quelques hommes. Au cours du Moyen-Âge, la guerre est de plus en plus une activité de masse. L'armure devient en quelque sorte un produit de consommation courante. Les batteurs d'armure se sont, on va dire, professionnalisés à partir du XVe siècle, où on a commencé à voir apparaître des ateliers de fabrication un peu partout. Et où des pôles de fabrication sont apparus. C'était devenu une industrie énorme. On sait par des écrits des comptes royaux, si on prend la partie milieu 15e, qu'au niveau des commandes royales, par an, étaient commandés aux armureries Tourangelle 150 harnois de guerre par an, mais des harnois de guerre complets, hein, et à peu près, on va dire, 500 brigandines pour les archers. Et les ateliers, à l'époque, ils étaient répartis en spécialités. C'est-à-dire que vous aviez l'artisan qui était dédié uniquement à fabriquer que les casques, donc on l'appelait le houmier ou le helmier. Il y avait par exemple l'orfèvre qui faisait toutes les décorations sur les pièces, il y avait celui qui montait toute la cuirie. Or aujourd'hui, en tant que batteur d'armure moderne, je suis obligé de faire tout ça. Avec Jean-Marc Hébert, c'est tout un univers qui m'apparaît, celui des compétiteurs. Le forgeron ne travaille pas que pour les musées. Il fabrique des armures pour des hommes et quelques femmes qui les enfilent pour s'affronter en compétition. Dans toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis, les épreuves rassemblent toutes les nationalités. La chevalerie possède donc ses héritiers. Aujourd'hui, il faut penser que la pièce, elle est destinée à être utilisée aujourd'hui et pas à être mise seulement sur un mannequin. Donc, toutes les pièces qui sont fabriquées sont forcément sur mesure, comme un costume. Bien entendu, par rapport à l'utilisation qui va en être faite, on va faire des compromis sur l'historicité de la pièce, parce qu'on est dans un monde moderne aujourd'hui qui tolère zéro accident. Ce n'est pas possible et ce n'est pas pensable aujourd'hui de s'entretuer en tournoi. Et la chance que j'ai, c'est que je suis à la fois fabricant et je suis à la fois utilisateur. Donc ça me permet de me rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et puis du poids des poids des pièces, parce que c'est quand même... Moi, il m'est arrivé sur un tournoi au château des Neubourg, près de la frontière allemande, près d'Aix-la-Chapelle, il y a quelques années en arrière, contre Jérémy O'Neill. J'ai été complètement crevé, parce qu'il y avait toute une passe de combat qui se faisait, et qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en finale contre lui, et j'étais vidé, mais vidé complet. Alors heureusement qu'entre nous, on est sympa, j'ai dit, bon, Jérémy, attends, je suis crevé, je suis out, donne-moi 5 minutes. C'est vrai que ça aurait été dans un tournoi réel, j'étais mort. Jérémy O'Neill encore. Décidément, ce nom devient incontournable. C'est à Liège, en allant rencontrer un compétiteur belge, que je le vois pour la première fois. Il donne un cours de combat. Jérémy est un chevalier, et pour cause. J'ai toujours aimé les chevaliers. Star Wars, le chevalier Jedi. Mon petit frère a pris pas mal de coups d'épée. Mon grand frère me tapait dessus aussi. Nous étions quelques-uns à essayer de manier l'épée. Alors, quand j'ai trouvé des groupes plus importants, c'est ce que j'attendais. C'est de l'amour. J'ai des amis qui disent « Mon âme est comme une épée ». Il y a du plaisir à manier l'épée.
Je peux pas vous dire pourquoi, mais lorsque je la touche, ça me touche là. J'aime les défis, j'aime l'esprit de camaraderie, et comme je ne courais pas assez vite pour attraper un ballon, je suis devenu escrimeur. Nicolas Béguin sera l'autre concurrent. Un jour, en rentrant de vacances d'Espagne, on s'est arrêté dans un château du sud de la Belgique. Et justement, il y avait un spectacle. Et puis, bon, intéressé par tout ce qui était médiéval, fantastique. Pas vraiment les jeux de rôle, parce que je n'ai jamais joué jusqu'à très récemment aux jeux de rôle. J'ai pris contact avec des gens autour de chez moi. J'ai plusieurs compagnies. Et pour finir, j'ai rejoint les Hackamore, donc la compagnie de Fred Pirot, qui de toutes celles que j'ai vues était la plus sérieuse, quoi. Et de fil en aiguille, je n'y étais que pour l'aspect sportif de la chose, avec une armure qui m'empêchait de bouger convenablement, etc., mais qui m'a permis de voir ce que c'était réellement, d'être sûr que ça me plaise, pour pouvoir continuer. Et systématiquement, un entraînement par semaine, on se tient en forme, et voilà, ça me conduit ici. À l'heure de la préparation du concours, tout le monde met la main à la pâte. Être dans l'action, toujours, voilà un trait de caractère qu'ils ont tous en commun. La passion qu'ils partagent, dans des versions certes différentes et pour des raisons aussi nombreuses qu'ils sont multiples, fait tomber bien des barrières. Malgré l'apparente légèreté de l'instant, les airs ont tendance à être graves. Oh, tu peux la baigner par terre. Ouais, c'est bon. Brice Lopez n'est pas à l'aise. Peut-être notre gladiateur ne se sent-il pas tout à fait à son avantage. Le tir à l'arc n'est pas son point fort. Tout cela n'est qu'un jeu, bien sûr, mais ne vous fiez pas trop aux apparences. Cette femme, ces hommes, sont des compétiteurs. En y regardant de plus près, je me rends compte que leur passion n'est ni fantasque, ni futile. L'affaire est sérieuse. S'ils mettent autant d'application et d'engagement dans leur combat, les affrontements seront sans doute mémorables. Ce qui va se jouer dans quelques minutes n'est pas anodin. Je crois que tous veulent arriver en finale. L'enjeu est ridicule. Pourtant, un air de défi souffle sur la troupe. Tous sont soudés autour de l'image qu'ils veulent renvoyer de leur sport. Ils veulent échanger, un terme qui revient souvent lorsque je les interroge sur le fondement de leur passion commune. Spontanément, Franck Pétillot a pris en main l'entraînement. C'est lui qui a apporté le matériel depuis Paris. L'homme aime son arc, un longbow, autant que son épée. Qui n'a pas tiré? Tu tires, t'amènes à la bouche. Lâche. Et ben voilà. Ouais, t'as touché la cible. Tu vois? Maybe check. On va pas l'énerver, il est bon. Alors, juste pour ramasser les flèches dans la cible, vous les prenez toujours bien à la base et vous les faites légèrement tourner et jamais derrière quelqu'un derrière vous, parce que si jamais ça part d'un coup, c'est dans l'œil. Au cours du Moyen-Âge, le chevalier va devenir un combattant complet, un homme du monde qui sait nager, courir, danser, entretient sa musculature et sait tirer à l'arc. Là, t'as fait ça en fait, là. T'étais là et t'as fait... Donc c'est pour ça qu'elle est descendue... Je sais même pas, c'est facile. En fait, c'est parce que tu frottes à chaque fois sur ton... On peut dire que l'arc est indissociable de l'histoire de la chevalerie. Le longbow, d'origine anglaise, va faire preuve d'une redoutable efficacité. La chevalerie française en sera la première victime. Il faut dire que les flèches perforent les armures à 60 mètres de distance.
Une raison suffisante pour s'en méfier, d'autant qu'un bon archer anglais peut ajuster 16 tirs en une petite minute. Ça va pas? Il faudra attendre le XVIe siècle et l'avènement des arquebuses pour que cette arme soit supplantée. Avec l'arme à feu, les valeurs de la chevalerie s'estompent. Plus question de voir son adversaire dans les yeux. On peut le tuer à des dizaines de mètres de distance. La chevalerie pouvait disparaître. Mais quand était-elle née? La chevalerie est née d'une alchimie. Elle est apparue à un moment particulier de l'histoire de nos terres occidentales. L'Église a joué un rôle fondamental dans sa création. Grâce à elle, ceux qui n'avaient jusque-là été que des milites, des hommes qui servent en latin, vont devenir un corps constitué au service de ses intérêts. Ces combattants vont se forger une idéologie et peu à peu former une élite. Chez les barbares, la société était aristocratique et guerrière. Tous les hommes étaient dévoués à leur chef. Après les invasions, les puissants ont leurs armées privées. Sous Charlemagne et l'Empire carolingien, entre le 8e et le 9e siècle, la cavalerie lourde devient l'élément principal des armées. Les propriétaires terriens, en fonction de leurs richesses, fournissent à l'empereur des guerriers à cheval. C'est l'origine de l'ost, l'armée féodale. L'autorité repose alors sur le serment de fidélité. Le souverain possède des comtes, et ceux-ci ont des vassaux qu'ils entretiennent ou qu'ils installent sur des terres. En échange, les vassaux doivent à leur seigneur aide, conseil et service armé. Vers l'an 1000, le chevalier est d'abord au service de son seigneur. C'est un soudard qui use de la force pour prélever taxes et redevances. Il sert durant les multiples guerres privées qui ravagent les campagnes. Au XIe siècle, la chevalerie est l'expression armée de l'aristocratie féodale. À cette époque, les petits seigneurs s'affranchissent du pouvoir royal, devenu trop faible, pour s'emparer des terres de l'Église. Les prêtres doivent alors se protéger. Mais comment concilier la doctrine chrétienne originelle, profondément pacifiste, et la nécessité de protéger les biens de l'Église? Les théologiens vont inventer deux concepts, la guerre juste et la société idéale, formée de trois ordres bien distincts. Les clercs prient, les chevaliers sont censés combattre pour la justice et la paix, les paysans nourrissent les membres des deux autres ordres. Ils travaillent une terre qui ne leur appartient pas. Pour se protéger, l'Église va recruter des chevaliers. Elle va aussi confier sa protection à des seigneurs, les avoués. Surtout, pour limiter les violences des chevaliers, elle va menacer de les excommunier. Les guerriers vont donc s'engager en prêtant serment sur les reliques des saints à respecter la paix et la trêve de Dieu. Mais ces prescriptions limitant les guerres privées sont constamment violées. En 1054, l'Église proclame alors que tout chrétien qui tue un autre chrétien répand le sang du Christ. Dans le même temps, au XIIe et XIIIe siècle, l'Église cherche à moraliser la chevalerie en la mettant au service de son idéologie, qu'elle lui inculque par la cérémonie de l'adoubement. L'Église va également canaliser la violence des chevaliers en encourageant les guerres saintes. En 1095, Urbain II prêche la croisade. Entre 1096 et la chute d'Acre, les chevaliers traversent la France pour s'embarquer à Aigues-Mortes. C'est à Aigues-Mortes, justement, que je rencontre Christine Haas. On a la chance, avec mon mari, d'avoir la même passion. Parce que du coup, ça simplifie énormément les choses. Et on a la chance que les filles la partagent encore. C'est une manière de se dépayser. Au lieu de voyager dans l'espace, on voyage dans le temps, même si on a besoin de voyager dans l'espace pour pouvoir savourer notre passion.
Fred Perlman. L'Allemagne qui dort vêtue face à représentant de la Norvège. Aujourd'hui, Christine se concentre plus sur l'arbitrage que sur les combats, comme ici au Hakaland de Liège. Il faut dire que cette combattante s'est beaucoup exposée dans un sport qui peut nous apparaître d'abord comme une activité d'une rare violence. À partir du moment où on a des bonnes protections comme une armure, le risque est minime en fait. La violence pour moi elle est dans l'intention. Donc les chocs sont durs, on va avoir des bleus, on va avoir peut-être des bosses, je veux dire ça va résonner dans la tête, les coups vont être réellement portés. Mais il y a une telle fraternité en fait et confiance dans les adversaires que pour moi c'est pas quelque chose de violent. C'est la curiosité qui me fait aller dans ce type de combat. C'est voilà ce que j'apprends. Voilà ce que j'apprends dans une salle, avec une épée en bois, en retenant mes coups, etc. Qu'est-ce que je vais en faire le jour où j'aurai plus de stress, plus de poids, plus de fatigue? Donc en fait, c'est essayer de pousser un petit peu ses limites pour savoir comment je vais pouvoir travailler un petit peu ma maîtrise de moi, la maîtrise de l'art martial, la maîtrise de l'arme, etc. Dans des conditions, on ne va pas dire que c'est des conditions réelles parce qu'on risque jamais de mourir. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est pousser un peu plus loin l'expérimentation, en fait. J'entends déjà les cris d'orfraie des puristes, dénonçant les mythes de la femme chevalier et l'incongruité de cette invitation faite à une combattante. Mais Christine brise tous les stéréotypes, tant mieux. Sa présence ouvre la porte d'un autre Moyen-Âge, aussi féminin que masculin. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Donc on ne peut pas réduire le Moyen-Âge à quelques clichés. C'est une période où les femmes avaient un réel rôle dans la société et pouvaient devenir médecins, pouvaient avoir des fonctions qu'elles n'ont plus par la suite. Pour la plupart d'entre vous, la femme du Moyen-Âge, c'est au mieux Jeanne d'Arc ou Jeanne Hachette, au pire les images de ces sorcières que l'on brûle en place publique. Mais sachez-le, la pucelle d'Orléans est surtout un mythe républicain. Au milieu du XIXe siècle, la République naissante a besoin de cette icône susceptible d'incarner l'ensemble de ses valeurs. Jeanne a rejoint Vercingétorix, Charlemagne et Bonaparte. Et la femme du Moyen-Âge s'est confondue avec ce personnage symbolique. C'était oublié Dioda de Septimanie, qui à l'époque de Charlemagne composa le premier traité d'éducation, ou Hérade de Landsberg, abbesse du Mont Sion, qui rédigea au XIIe siècle notre plus ancienne encyclopédie. La femme pouvait être reine. Lorsque le seigneur s'absente ou meurt, les femmes dirigent, gèrent, gouvernent. Jeanne et Marie de Constantinople ont dirigé la Flandre et le Hainaut pendant de très longues années. Aliénor d'Aquitaine, comtesse du Poitou, a gouverné en France et en Angleterre. Dès le haut Moyen-Âge, les femmes ont joué un rôle primordial dans la transmission des connaissances. Hildegarde de Bingen, Anne Comnène, Marie de France ou l'italienne Christine de Pisan qui va notamment réclamer le droit à l'instruction dans ses ouvrages. Si nous ne possédons aucune preuve de la présence de femmes dans les rangs des chevaliers, il n'en reste pas moins que les épouses des piétons suivaient leurs maris de près. Il y a fort à parier que certaines matrones ont dû faire le coup de poing à côté de leurs compagnons. Certes, la femme n'est pas libérée, mais elle joue un rôle fondamental dans l'éclosion et le développement de l'amour courtois. L'amour courtois, l'autre activité dans laquelle notre chevalier se doit d'exceller. Si un héros a inspiré les romanciers, c'est bien le chevalier, et ce dès le Moyen-Âge. Au XIIe et XIIIe siècle, la chanson de geste est d'abord un long poème destiné à être chanté. Il relate les exploits héroïques d'un chevalier. Ses œuvres, comme la chanson de Roland ou le poème du Cid, racontent la naissance et l'épanouissement de la chevalerie. C'est le roman, du nom de la langue employée pour l'écrire, qui va voir se déployer les aventures épiques et amoureuses des chevaliers. À partir du XIIIe siècle, la prose remplace toutes les autres formes d'écriture. L'amour et le merveilleux vont envahir la matière des récits. Avec la naissance de l'amour courtois,
Les romans vont ajouter le service de la dame au devoir chevaleresque. L'homme voue un culte à une suzeraine parée de toutes les vertus. La dame doit être mariée, car le danger de l'adultère oblige au secret et à la loyauté. L'amant doit espérer, attendre. Il doit souffrir pour obtenir les faveurs de sa bien-aimée. L'amour doit exalter les vertus chevaleresques. Le chevalier va se dépasser au combat, en tournoi. Il va calmer ses ardeurs, son désir, et se civiliser pour plier au bon plaisir de la dame. Bientôt, le chevalier deviendra serviteur. C'est le chevalier servant. Pour écrire leurs œuvres, les romanciers du Moyen-Âge s'inspirent de la mythologie antique et surtout de la matière de Bretagne, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, ou celle de Tristan et Iseult. En tentant de conjurer le mythe subversif de l'amour adultère, Lancelot et Guenièvre, Tristan et Iseult, l'Église va, au cours du XIIIe siècle, transformer la chevalerie en mythe. La quête du Graal devient une quête chrétienne. Sa mission prend un caractère universel, voire cosmique. Il y a désormais une chevalerie terrestre, courageuse, loyale, et une chevalerie céleste, chaste et éclairée par la foi. C'est également à Aigues-Mortes, d'où tant de chevaliers partirent pour la Terre Sainte, que je rencontre Gilles Martinez, le maréchal de Lys de notre tournoi. Je suis tombé quand j'étais gamin en fait. C'est suite à une collection de livres, un cadeau de ma maman, et voilà, je suis parti là-dedans. C'est devenu une vraie passion à partir de 7 ans. Quand on est jeune, c'est, on va dire, le mythe du chevalier qui attire. Et voilà, moi c'était ça, quoi, les combattants, les chevaliers, et voilà, depuis j'y suis resté, j'essaye d'en faire mon métier. Okay. Moi je suis ici. Pour les frapper là, on va niquer. Par contre, on a sorti la frappe. C'est ça. Ok. Ah. Ok. C'est celle qui risque de ne pas parvenir. Celle-là, il va l'avoir venir lui-même. J'ai eu une démarche d'universitaire, donc on va dire qui est très pragmatique, très scientifique. Et puis j'ai toujours cette passion qui m'anime. Là c'est plus émotif. Et donc j'essaye de mettre les deux ensemble. Ce qui m'intéresse le plus, ça va être on va dire la science des combats. Donc il y a une dimension qui est très sportive, liée au corps, et forcément grâce à ça on a une approche de l'homme médiéval quelque part. Et c'est sur du ressenti physique, on va essayer de savoir les gestes qu'il faisait. Pour compléter ça, il y a forcément une part de l'armement, de l'équipement et du costume qui va dans ce sens-là. Une fois que vous avez passionné, vous avez passé votre épée et tenu l'épée, vous vous en servez pour venir... Les combats qu'on pourra voir dans le chevalier sont des combats médiévaux tels qu'on aurait pu les voir à la fin du Moyen-Âge. Il y a des règles dans le chevalier, des règles de sécurité contemporaine, mais on retrouve dès la fin du Moyen-Âge, au XIVe et encore plus au XVe siècle, dans des traités de tournoi, des règles de sécurité, avec des bannissements par exemple des coups d'estoc la plupart du temps, des armes qui sont émoussées pour pas attenter à la vie des combattants. Alors bien sûr, le risque pris n'est pas tout à fait le même, puisqu'on accorde moins de valeur à la vie qu'aujourd'hui, donc il y a un peu plus de règles de sécurité aujourd'hui, elles sont un peu plus perfectionnées, aussi grâce à certains matériaux qui permettent cela. Mais sinon, l'esprit est vraiment très proche de ce qu'on a dans ces tournois de la fin du Moyen-Âge. L'esprit de chevalier est très proche de ça. L'expérimentation, en fait, c'est ça, c'est essayer de ressentir en dehors de la simple lecture des textes ou des images, de ressentir ce que pouvaient ressentir nos ancêtres. C'est une autre façon de faire l'histoire. Ça n'empiète pas sur l'histoire, ça n'empiète pas sur l'archéologie, ça n'empiète pas sur l'histoire de l'art. Enfin, ça reste des disciplines à part entière. On ne néglige pas ces disciplines, on s'en sert. Mais l'expérimentation, c'est une autre façon de faire l'histoire. Pourquoi le sport ou la pratique physique ne pourrait-elle pas être une manière d'aborder l'histoire, en sachant qu'aujourd'hui, on ne fait pratiquement plus d'histoire pour l'histoire. On fait de l'histoire sociale, on fait de l'histoire économique, mais on croise toujours les disciplines. Les chevaliers vont donc défendre le clergé, les veuves et les orphelins. Mais ils servent d'abord un maître. Ils l'escortent ou gardent son château.
Il participe à des expéditions guerrières. Il s'engage par serment à lui obéir. Lorsque le pouvoir royal, à partir du XIIIe siècle, reprend vigueur, le service du roi remplace celui du prince. Le chevalier va posséder un sens de l'honneur. Il va aider et soutenir son seigneur dans ses combats, ne pas le trahir ni l'abandonner lorsqu'il est menacé, lui être fidèle et combattre vaillamment pour lui jusqu'à la mort. Sa réputation tient au respect de ses devoirs. Les reproches les plus infamants sont ceux de félons ou de couards. Ils flétrissent l'homme et sa famille. Pour éviter cette honte, les chevaliers sont parfois conduits à dépasser les limites du courage pour tomber dans la témérité. Combien de désastres militaires avons-nous comptés? Combien de guerriers avons-nous perdus parce qu'un jouvenceau ne voulait pas sonner du corps? Le chevalier est robuste, il est courageux, il n'a pas peur de s'exposer. Il ne panique pas et ne se décourage pas. À la fin du XIVe siècle, ses vertus sont sublimées. Dans l'Arbre des batailles, Honoré Bonnet énumère les diverses raisons qui rendent un chevalier courageux et hardi au combat. Soif d'honneur et de gloire, crainte de perdre la confiance de son seigneur, peur d'être pris pour un lâche. Pour le différencier des hommes du peuple, la noblesse va interdire aux chevaliers de faire du commerce ou de pratiquer le prêt à intérêt. Le chevalier doit dépenser, offrir. L'argent lui brûle littéralement les doigts. Il est au-dessus du peuple qu'il domine et dirige. Le cheval est le symbole de ce peuple qui doit le porter et lui procurer tout ce dont il a besoin. En échange, le chevalier doit veiller à sa protection nuit et jour. Au fur et à mesure de l'histoire, la chevalerie, qui n'était d'abord pas noble, est devenue un privilège de la noblesse. Vers l'an 1000, on pouvait être chevalier sans être noble et noble sans être chevalier. Au XIe siècle, la plupart des nobles se font adouber, mais ils commandent d'autres chevaliers, des cadets de familles appauvries, des bâtards ou des serfs. Ceux-ci peuvent espérer obtenir des terres d'un seigneur s'ils le servent bien, mais peuvent redevenir paysans s'ils ne peuvent plus servir. Une éthique de la chevalerie apparaît peu à peu. Au XIIe et XIIIe siècle, la noblesse la réserve à ses fils. Il faudra bientôt prouver 4 générations de chevaliers pour pouvoir être adoubés. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les armoiries. Le blason traduit l'appartenance à l'élite de la chevalerie. Au XIVe siècle, l'intérêt pour l'adoubement décline. Nourri des romans de chevalerie glorifiant leurs origines et leurs missions, menacés sur le plan économique par l'essor de la bourgeoisie, sur le plan politique par l'affermissement du pouvoir royal, sur le plan militaire par l'importance croissante des mercenaires, des archers ou des fantassins, les chevaliers exaltent toujours plus la chevalerie et ses vertus. Le rêve et le mythe se mêlent et la chevalerie devient une sorte de culte. Les ordres se multiplient, réunissant des nobles soucieux de prêter serment pour défendre et pratiquer les vertus chevaleresques. L'idéal devient universel. C'est à Antony, en région parisienne, que je retrouve les 2 combattants suivants. Jeremy O'Neill profite de notre invitation pour partir à la rencontre des troupes françaises. Aujourd'hui, c'est l'association Excalibur qui l'accueille, tout un programme. Jonathan Guillemin et Franck Pétillot vont l'accompagner dans le sud, comme une évidence. Mes parents travaillant dans le patrimoine au niveau des monuments historiques. J'ai grandi dans un château, ça fait quand on est enfant une cour de récréation hors norme et assez étonnante, oui. J'ai toujours eu le choix de pouvoir pratiquer des loisirs très différents du monde médiéval, mais finalement mon cœur a balancé pour ça. Et aujourd'hui, en effet, je fais de l'escrime médiévale, je fais de la reconstitution et je travaille aussi dans les monuments historiques. C'est pas évident, mais c'est sûr. Chaque combat est une expérience en soi. Donc chaque combat est une petite pierre à notre construction en tant qu'escrimeur. Donc c'est l'occasion de pouvoir découvrir d'autres techniques. Et donc c'est une opportunité finalement de pouvoir rencontrer des combattants avec un parcours
particulier, avec une formation particulière, et c'est une possibilité de tirer un enseignement autour de ça. C'est profiter un maximum pour s'épanouir à travers le combat, donner un peu tout ce qu'on a, mais en même temps recevoir quelque chose, une expérience qui peut nous servir par la suite et qui nous construise aussi en tant qu'escrimeur. Moi j'avais mon frère qui était déjà dans une association, donc ça m'a donné envie au fur et à mesure de combattre, à force de voir les copains le faire. Et puis on a commencé à s'entraîner, lire des manuscrits, prendre des contacts avec des gens qui ont fait des études sur ces manuscrits et qui nous retranscrivent ce qu'ils en ont interprété. En faisant le combat, on arrive à comprendre certaines choses qui ne sont peut-être pas claires dans les manuscrits. Et c'est la finalité en fait. Si on se battre, c'est un moment appliquer ce qu'on a appris. Trois compétiteurs, mais surtout 3 escrimeurs. L'escrime médiéval est un véritable art martial. Pour ceux qui croyaient que les chevaliers se contentaient juste de tenter de s'assommer, c'est raté. Leur escrime est un art au même titre que celui pratiqué par les samouraïs japonais. Et certains tentent de le ressusciter en l'étudiant et en l'enseignant. C'est le cas de Frank Sinato. Le musée du Moyen-Âge de Paris vient justement de faire l'acquisition d'un manuscrit exceptionnel. Un traité de combat dans la tradition de Johann Lichtenauer, l'un des plus fameux maîtres d'armes du Moyen-Âge. Frank Sinato a rejoint Michel Huynh, un des conservateurs du musée, qui va lui ouvrir les portes de l'écrin de verre dans lequel ce trésor est conservé. Le fait que ce manuscrit ait pu arriver en France et à Paris, c'est une aubaine. C'est aussi un élément extrêmement déterminant pour un musée comme le nôtre, qui est le musée national du Moyen-Âge, que d'avoir des objets qui sont directement liés à l'éducation des princes. Et ce sont des objets extrêmement rares, donc on considère que ce manuscrit est vraiment un enrichissement considérable pour nos collections. Leur pensée est vraiment assez éloignée de la nôtre. En tant qu'homme moderne, on n'irait pas expliquer des techniques de cette façon-là. Donc oui, on est en phase directe avec la pensée médiévale. Ce qu'on voit, c'est que le contraste est assez fort entre l'idée qu'on se fait d'un chevalier extrêmement vertueux, une idée contemporaine, et des pratiques qui sont explicitement mentionnées comme relevant de coups à la limite de la perfidie ou de la traîtrise. Ce que ça nous enseigne aussi, c'est que ce n'est en aucun cas le miroir de l'imaginaire contemporain sur le chevalier, mais qu'en revanche c'est en prise directe avec une société qui pratique les armes, je dirais de manière presque naturelle dans son environnement. Ça fait seulement une vingtaine d'années que des gens essayent de reconstituer ces techniques. Donc quand une nouvelle source est en accès, ça permet soit de confirmer des choses, ça permet d'aller un petit peu plus loin, mais ça permet tout simplement de faire revivre des choses qui, il y a seulement 20 ans, n'étaient même pas pensables. On ne peut pas encore se permettre de dire qu'on a épuisé la matière, qu'on a tout compris. Et donc on fait des propositions d'interprétation. Tout ce qu'on connaît actuellement, que ce soit à travers des sons et lumières, des spectacles médiévaux ou le cinéma, sont des choses qui sont complètement coupées de la réalité médiévale. C'est soit sur des bases japonaises, de kendo, d'aïkido, soit sur une sorte d'escrime, de spectacle
qui est scénarisé, chorégraphié et qui a plus attrait avec l'escrime de la Renaissance et l'escrime ancienne, comme on l'appelle, qui a la réelle escrime médiévale. Mais pourquoi cet art martial a-t-il disparu? L'archéologue Fabrice Cognot, spécialiste des arts martiaux historiques européens, possède la réponse. Ces arts martiaux européens, en fait, on n'y pense pas parce qu'on est européen, parce qu'on vit dans des sociétés qui découlent en droite ligne de l'évolution de ces sociétés plus anciennes, médiévales, Renaissance, modernes et contemporaines. Et comme les arts martiaux étaient intégrés à ces cultures, ils ont évolué avec. En fait, ils sont simplement glissés dans l'oubli en évoluant aussi. Il y a une continuité, mais on a un peu oublié d'où on venait. Voilà. Quand on regarde les arts martiaux du Moyen-Âge, ils sont empreints des cultures, des manières de penser, des manières d'appréhender le monde médiévaux. Quand on regarde ceux de la Renaissance, c'est caractéristique des manières de faire, des manières d'exprimer, non seulement d'exprimer les savoirs, mais d'appréhender à un niveau métaphysique. Là, par contre, le monde, et pareil pour ceux des époques plus récentes. Il n'y a pas que le chevalier qui se bat, c'est vrai qu'on pense surtout à lui, c'est le combattant emblématique du Moyen-Âge, dans son armure rutilante, non seulement aussi par sa valeur symbolique très forte dans ces sociétés-là. Mais le chevalier n'était pas le seul combattant, c'est ça qu'on apprend. On apprend que l'arme ne lui était pas réservée qu'à lui. On apprend que le combat était une affaire de spécialistes, mais que ces spécialistes pouvaient se rencontrer à plusieurs niveaux de la société. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver ce combattant médiéval qui évolue en plus en fonction des époques. Il n'y a pas qu'un seul combattant médiéval. Il y a plusieurs types de combattants en fonction des pays, en fonction des époques, en fonction des couches sociales. C'est plus complexe que ça. Appliquer in vivo les théories que les maîtres d'armes du Moyen-Âge enseignaient en leur temps, c'est cette archéologie du geste que tous ces passionnés pratiquent avec ardeur. Non content de retrouver l'escrime, ils reconstituent les armes et les accessoires avec parfois des résultats assez saisissants. Nos deux derniers combattants, Brice Lopez et Claude Vasselin, n'hésitent pas à payer de leur personne pour ressentir de nouvelles sensations et faire avancer cette quête. Claude Vasselin résume bien leur engagement à tous les deux. Je dirais qu'en fait c'est un vrai choix personnel, un choix de vie. Je ne suis pas du tout historien à la base, je suis même spécialisé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc c'est assez éloigné finalement du Moyen-Âge. Et j'ai travaillé en fait pendant de nombreuses années dans ce domaine-là. Puis un jour, je me suis rendu compte que ça m'apportait plus rien, je trouvais plus de plaisir à faire ça. Et là, voilà, c'est là qu'est arrivé ce choix de vie. C'était soit je continuais sur une carrière qui ne me plaisait plus, mais qui était lucrative, soit je passais complètement à autre chose. À mon avis, c'est une des dernières libertés qu'on peut avoir, malheureusement, c'est-à-dire prendre le risque d'essayer de vivre de sa passion. Il n'y a pas très longtemps, je repensais à tout ça, et je me rappelais que quand j'étais gamin, je m'amusais avec des épées en bois, des trucs comme ça, et je m'éclatais à jouer au gladiateur et à jouer au chevalier. Et tu vois, 40 ans plus tard, enfin moins de 40 ans plus tard, 35 ans plus tard, je me retrouve à faire quoi? À faire des combats de gladiateurs et des combats en armure médiévale. Donc finalement, c'est une continuité de rêve d'enfant et avec un autre regard, avec évidemment une autre expérience. Mais au final, tu vois, c'est la même route, quoi. C'est le même chemin depuis le début, quoi. C'est en terre catalane que je retrouve Olivier Patrick Grafia, maître d'armes, fier descendant des Almogavres, ces mercenaires, les lions de la couronne d'Aragon, qui iront jusqu'à Byzance pour défendre l'Empire. Ils combattaient en meute, refusant le bouclier pour manier les armes de jet et un gros coutelas.
Olivier a fait sienne leur devise « Desperta, ferro, desperta ». Debout, fer. Debout. Quand on m'a mis une épée dans la main, j'ai dit mais c'est quand même fabuleux ça. Il y a toute une, il y a toute une spiritualité par rapport à la discipline. On n'apprend pas que à rentrer dans le lard de son adversaire, on apprend aussi à bien se tenir dans le monde, quoi. Et le geste, l'apprentissage du geste qui est très important. Ça fait partie de ma vie. Du jour où on m'a mis une épée dans les mains, de toute façon j'ai su que c'était ça et puis ça m'a jamais quitté, quoi. J'ai toujours une épée pas loin de moi. Et c'est ma façon de vivre. Un gamin, il a un morceau de bois, il part dans la campagne, il a un morceau de bois dans les mains, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée et puis il commence à faire le chevalier, quoi. Alors qu'il en a aucune idée, il en a vu une ou deux images peut-être dans un livre qu'on lui lisait quand il était petit, et puis en avant. Donc effectivement, la chevalerie, je veux dire, tous les gamins ont joué comme chevalier avec un bouclier, avec une épée, et puis ils sont partis dans des grandes histoires dans leur tête. Ça a marqué une société, la société européenne. Durant le Moyen-Âge a duré 1000 ans. L'épée magique, hein. De toute façon, tous, on le voit bien. On est tous en train de se montrer, t'as vu mon arme, t'as vu comment elle est, t'as vu comment je l'entretiens, moi, alors on s'échange les recettes, hein. On parle chiffon, quoi, voilà. Je pense que ce qui nous rejoint à tous, c'est quand même l'épée et le combat. C'est pour ça qu'on est là, je crois. Et puis surtout parce qu'on aime ce qu'on fait. Je pense que j'aurai un bon souvenir. Ouais. Peut-être que c'est pour ça aussi. Parce qu'on va avoir un bon souvenir. Donc le centre de la cible est marqué d'un point coloré. Chaque participant tire une flèche en direction du centre de la cible. Celui qui place la flèche la plus éloignée du point à atteindre est éliminé pour cette volée. Il se place en fond de champ, que l'on sache qu'il est éliminé. Les suivants reprennent le tir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul proche du centre. Et on aura notre numéro 1 dans le tournoi. Ça va? Ça convient à tout le monde. Toujours même distance? Ce sera toujours à la même distance pour, je vais dire que ce soit plus facile à mettre en œuvre pour les juges. Les seigneurs, gentes dames, un concours de tir à l'arc va présider à l'ordre de vos affrontements. En fonction de son classement, chacun d'entre vous choisira son adversaire. Ce concours va se dérouler aujourd'hui, veille du premier affrontement. Puis il opposera à nouveau les 4 combattants restant au soir de la 4e confrontation. Brice Lopez avait raison d'appréhender l'épreuve, son tir trop court meurt à quelques centimètres de la cible de paille. L'un après l'autre, chacun des concurrents va tirer sa première flèche. Et jusqu'au dernier, Brice demeurera sur la sellette. Lorsque Jonathan Guillemin s'avance, Brice a encore une chance de ne pas être éliminé, mais Jonathan ne tremble pas. Messire Brice, vous êtes le 8e de cette première manche. Vous ne pourrez pas choisir votre adversaire. Pendant près d'une heure, les archers vont s'enchaîner. Le premier qui craque a perdu, un souffle, un faux mouvement, et le trait dévie, s'envole, rate la cible. Mais nos combattants vendent chèrement leur peau. Chacun veut être dans les 3 premiers, puisqu'ils seront les seuls à pouvoir choisir leurs adversaires. Chacun veut avoir son destin entre les mains. Mais, comme en escrime, il suffit parfois de quelques centimètres pour changer le cours de l'histoire.
Lorsqu'Éric Frachebois s'avance, ils ne sont plus que 3 à prétendre à la victoire. Mais la flèche d'Éric s'envole au-dessus de la cible. Oh, magnifique. Je crois que vous avez eu le cochon. Messire Frache, vous êtes le dernier de cette 6e manche. Vous serez donc 3e au classement final. Franck Pétillot et Jérémy O'Neill vont se disputer la première place. Le gagnant sera le premier à choisir son adversaire. L'Américain a fait montre d'une belle maîtrise. Le Français est un archer émérite. C'est Franck qui va décocher la première flèche. Le tir est bien placé, à une vingtaine de centimètres du centre de la cible. Jérémy fera-t-il mieux? En tous les cas, il n'a pas l'air de douter. Vas-y. Messire Gravalhomme, vous êtes le second de cette dernière épreuve. Vous serez donc le second à choisir au classement final. Messire Jérémy, vous êtes le premier de cette dernière épreuve. Aussi, vous allez être le premier à choisir votre adversaire. Et ce, dès maintenant. C'est dans la petite chapelle du village ruiné de Séquer que Gilles Martinez a choisi de réunir les combattants. C'est là qu'il va leur remettre les épées forgées par Gaël Fabre. Un moment qu'ils attendent tous avec impatience. C'est là surtout qu'il va leur lire l'indispensable règlement, car un tournoi est une suite d'affrontements qui peuvent s'avérer vite dangereux si les concurrents ne respectent pas certaines règles. Voici, mes seigneurs et gentes dames, le règlement du présent tournoiement. Chacun des concurrents doit avoir à l'esprit que ce tournoiement est un affrontement courtois. La finalité de la lutte demeure de vaincre. Mais qu'importe la victoire si elle est acquise sans mettre en valeur le vainqueur. L'agressivité doit s'exercer dans le respect le plus total de l'adversaire. Tout manquement à cette règle de courtoisie entraînera l'exclusion temporaire ou définitive du jouteur. Ce tournoiement doit d'abord être une fête fidèle à l'esprit chevaleresque. Les lieux des affrontements seront attribués comme suit: Aguilar, Villerouge-Terménès, Peyre-Pertuse, Quéribus, puis Lorens. La finale se déroulera au col de Garavel. Les 3 arbitres n'auront aucune autre directive que d'exercer en leur âme et conscience la fonction arbitrale. Leur impartialité ne saura être remise en cause. Aucune des décisions qu'ils prendront en commun ne saura être contestée. Dans le doute, votre serviteur, le maréchal de Lys, seul maître du champ clos, tranchera. Le tournoi commencera et s'achèvera aux ordres du maréchal de Lys. Les points seront comptabilisés après chaque touche. Le combat sera alors arrêté. Chaque passe d'armes sera commandée par les ordres suivants. Après une invitation, mes seigneurs ou gentes dames, un ordre, prêt. Et ensuite, le combat. Assaut. Puis, un halte devra stopper le combat. Le tournoiement se déroulera en 3 affrontements gagnants. Sera déclaré vainqueur le tournoyeur qui remportera 2 des 3 manches. Les arbitres veilleront à ce qu'une pause équivalente à la durée de 2 sabliers environ soit ménagée entre les manches afin que les concurrents puissent se reposer. Qu'il en soit ainsi. Mes seigneurs, gentes dames, vous allez à présent recevoir vos épées pour le tournoiement. Soyez en ligne.
Messire Gravalon. Force et courage. Messire Frache, voici votre lame. Messire Guillaume, honneur pour cette lame. Messire Bramalek, de la force pour cette épée. Messire Maël, faites honneur à cette lame. Dame Christine, de la grâce pour cette épée. Messire Brice, de la ruse pour cette lame. Merci. Mes seigneurs, gentes dames, à l'issue du classement qu'il y a eu lieu tout à l'heure, avec la séance de tir à l'arc, le premier d'entre vous va désigner son adversaire. Le premier dans l'ordre des archers était Sir Jérémy. Choisissez votre adversaire. C'était vous le second, Messire Gravalon. Choisissez votre adversaire. Ce sera où? Ce sera un honneur. Moi aussi. Messire Frache, vous étiez 3e sur le concours de tir à l'arc. Choisissez votre adversaire. Il ne reste donc plus que 2 adversaires. Messire Guillaume, vous serez opposé à Messire Bramalek. Jérémy O'Neill a choisi Brice Lopez, l'athlète dont on lui a certainement dit qu'il était un farouche combattant. Visiblement, Messire Jérémy ne calcule pas. C'est un premier enseignement. Car pour le reste, qui peut dire ce qu'il adviendra de nous au cours de cette aventure? Un curieux souffle se lève sur la garrigue. Je suis tel un enfant, frémissant en entendant les 3 coups qui ouvrent le grand spectacle. Dans 5 jours, lesquels seront en finale? Qui saura se montrer le meilleur escrimeur? Qui aura été impressionné par la force de son adversaire? Quel voyage allons-nous faire? 5 jours d'odyssée à travers de merveilleux paysages, 5 jours d'une aventure humaine dont je n'imaginais pas alors qu'elle serait si puissante. C'est quoi ces plans que tu fais? Hein? Je sais pas. Je fais rien, non? Taking care of people, that's my job. That's what I do, that's who I am. I make no excuse for being who I am. That's right, that's what I do. Je sais pas si la féodalité, la vie dans le Moyen-Âge peut apporter quelque chose. De façon pragmatique, oui, le recyclage. On recyclait tout au Moyen-Âge, on jetait rien. Tout était tellement précieux que oui. Donc peut-être oui, le recyclage. That's right. Le caméraman, montre-toi la caméra. Voilà, c'est lui qui va manger la biscotte. À lui derrière, il en mange tous les soirs, ça va. Taking care of
Ça va faire des making-of de dingue, ça. Avec l'attaque du micro-tueur, le caméraman fou. Qu'est-ce que tu fais là, le caméraman, Christine? Ah d'accord, tu attends qu'il tombe.